Quand on pense aux psychédéliques, on pense à drogue, hippie défoncé, couleurs qui tournent dans tous les sens, batterie, bref, tout sauf un outil pour les entrepreneurs sérieux. Et pourtant, Steve Jobs l'a dit, prendre du LSD a été une expérience profonde, l'une des choses les plus importantes de ma vie. Cela a renforcé mon sens de l'essentiel, créer des choses plus grandes que gagner de l'argent. Un autre entrepreneur contemporain, auteur d'un best-seller La semaine des 4 heures, Tim Ferriss, raconte qu'il souffrait lui-même de dépression sévère 3 à 4 fois par an. Mais après des sessions supervisées aux psychédéliques, ces épisodes sont devenus de plus en plus rares jusqu'à atteindre une dépression tous les 2 ans. Aujourd'hui, il finance largement la recherche scientifique en faveur des psychédéliques. Mais c'est pas tout. L'un des fonds d'investissement les plus puissants, Sequoia, a fait faire une cérémonie d'ayahuasca à son comité de direction. L'ayahuasca est un psychédélique extrêmement fort et ils avaient pour objectif d'améliorer leur management et leur rapport au travail. Alors voilà la question qui dérange. Est-ce qu'on se trompe complètement sur les psychédéliques ? Est-ce que pendant qu'on les classe dans la catégorie des drogues récréatives dangereuses, certains esprits les plus brillants de notre génération les utilisent discrètement comme un outil au service de leur vie? Moi, je voulais en avoir le cœur net. Je voulais savoir s'il existe vraiment un lien entre psychédéliques et réussite au sens large. Parce que quand je regarde les faits, ces gens-là, c'est pas des hippies en quête de sensations fortes. Ce sont des PDG, des investisseurs, des visionnaires qui ont bâti des empires. Est-ce que je suis en train de passer à côté d'un truc énorme ? Est-ce qu'il y a un outil légal, encadré et scientifiquement documenté qui pourrait me faire avancer en quelques heures sur des blocages que je traîne depuis des années? Je voulais pas rester dans le doute. Je voulais pas me dire dans 10 ans, j'aurais dû essayer. Alors j'ai testé la psilocybine, un champignon psychédélique légal aux Pays-Bas. Et ce que j'ai vécu était étonnant. J'ai gagné 50 thérapies, mais j'ai aussi failli tout abandonner au bout de 20 minutes. Parce que ce qui s'est passé, personne ne m'avait prévenu. À la fin de cette vidéo, tu auras mon retour d'expérience, ce que j'ai appris et comment je l'applique aujourd'hui. Et de ton côté, comment tu peux t'y préparer concrètement si tu veux le faire. Avant de démarrer, cette vidéo n'encourage ni ne promeut la consommation de psychédéliques. En France, la psilocybine est illégale. Sa détention et sa consommation sont passibles de sanctions. Cette vidéo est uniquement informative. Elle raconte mon expérience personnelle dans un cadre très précis. D'ailleurs, si tu es nouvelle ici, je m'appelle Nina Ramen. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon job toxique pour me lancer à mon compte. Depuis, j'ai créé une communauté d'entrepreneuses à succès, plusieurs entreprises rentables. Et j'ai même publié un livre aux éditions Erol. Sur cette chaîne, je partage ce que je sais, ce que j'apprends en temps réel, pour que de tous côtés, tu puisses prendre des raccourcis. Et pour cette vidéo, je t'ai préparé un guide gratuit. Les 15 questions que toutes les entrepreneuses devraient se poser avant de se cramer. Dedans, tu trouveras les 5 signaux d'alerte qui montrent que tu reproduis des schémas toxiques dans ton business, ma méthode en 3 étapes pour reprendre le contrôle, et les questions de journaling que j'utilise tous les jours pour détecter si je travaille par peur ou par enthousiasme. Tu peux le télécharger en cliquant dans le lien qui est en description. Dans cette première partie, on va parler un peu de quelles questions je me posais et quelles réponses je suis venue chercher dans l'expérience des psychédéliques pour que tu comprennes un peu le contexte de tout ça. Et pour l'introduire, je vais te citer une phrase que je trouve très juste. Les gens qui réussissent ne sont que des machines à produire qui carburent à l'anxiété. Et ça, je trouve que ça représente exactement l'entrepreneuse que j'étais il y a quelques temps. Parce que globalement, j'ai toujours été anxieuse. Quand j'étais petite, j'étais assez angoissée de l'école, du sommeil, bref, tout ça a été assez présent dans ma vie. Et disons que ces dernières années, ça s'est plutôt reporté sur le travail. Du coup, j'avais un rapport assez toxique à la performance. Je me mettais des objectifs extrêmement hauts et quand je les atteignais, je me posais toujours la question de pourquoi j'avais pas fait mieux que mes objectifs. Il fallait toujours plus. Et par conséquent, je perdais totalement le plaisir dans ce que je faisais. Parce que je me mettais trop de pression. Alors que j'ai la chance de faire un métier que j'adore, j'étais complètement parasitée par la performance que je me mettais moi-même. D'ailleurs, j'avais pas pris de vraies vacances depuis 3 ans. Je checkais mes emails 47 fois par jour, même le dimanche. Et je scrollais tout le temps sur LinkedIn. Bref, j'étais un peu comme un hamster dans ma roue qui avait beaucoup de mal à s'arrêter. Et le pire, c'est que tout le monde me disait ton business cartonne. Mais moi, j'arrivais à peine à fermer mon ordinateur et le travail, c'était 99% dépensé dans ma journée. Alors, j'essayais pas mal de choses, évidemment. Comme je te disais tout à l'heure, quand j'étais enfant, j'ai fait énormément de psychothérapie d'inspiration freudienne pendant à peu près 10 ans. Si on fait le calcul, ça fait plus ou moins 500 séances d'1 heure. Bon, probablement que ça a aidé, je dis pas le contraire, je trouve que ça m'a plutôt aidé à comprendre comment fonctionnent les humains et comment comprendre mes propres mécanismes intérieurs. Mais force est de constater que ce terrain anxieux, il était encore là. Ensuite, quand j'ai grandi, quand je suis devenue entrepreneuse, je me suis plutôt tournée vers le coaching, donc le coaching développement personnel. Et récemment, j'ai investi plus de 30 000 € dans des divers accompagnements. Et sur le moment, c'est vrai que ça te débloque des trucs. Je ressors de séance avec beaucoup de clarté sur ce que je ressens, ce que je dois faire, un plan d'action précis. Mais quelques jours après, quelques semaines après, les vieux schémas y reviennent et l'anxiété, elle est encore là.
Évidemment, j'ai aussi testé tout ce qui est yoga, méditation. Le problème, c'est que j'ai un cerveau TDAH et donc me poser et réfléchir à moi-même pendant 1 heure, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc au final, j'ai surtout appris à vivre avec. J'ai trouvé mes propres solutions et j'ai finalement renoncé à guérir ce terrain anxieux. Je me suis simplement dit qu'il fallait que je traite avec toute ma vie. Et un jour, je tombe sur un documentaire Netflix qui s'appelle Voyage au confort de l'esprit. Et c'est vrai que l'esprit humain, moi, ça m'a toujours intéressée. Justement parce que je me suis toujours sentie un peu différente. Comprendre comment l'esprit humain, mon propre esprit et celui des autres fonctionnent, ça m'a toujours intéressée. Alors quand j'ai vu Voyage au confort de l'esprit, je me suis dit, ok, c'est pour moi. En fait, c'est un documentaire en 5 épisodes qui décrit tout l'historique des psychédéliques. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai découvert que les psychédéliques étaient utilisés en psychiatrie dans les années 60. À l'époque, les psys pensaient vraiment que ce serait l'avenir de la santé mentale. Il y avait des études qui étaient hyper sérieuses sur beaucoup de personnes, parce qu'à l'époque, c'était 100% légal. Sauf que c'est aussi le moment où on est en plein mouvance hippie, un mouvement de libération qui prône la paix. Et à l'époque, le président des États-Unis, Nixon, a besoin de soldats à envoyer au Vietnam. Et ils se rendent compte qu'une grande partie de la population, une grande partie des jeunes, n'est plus du tout enclin à partir à la guerre. C'est alors qu'il a déclaré de manière ouverte la guerre contre les psychédéliques et il a interdit toute forme de psychédéliques, y compris ceux qui étaient utilisés en psychiatrie. Là, ça a été un véritable tremblement de terre dans la recherche scientifique autour des psychédéliques. Il y a même des psychiatres qui ont pleuré parce qu'ils n'avaient quasiment jamais vu autant d'avancées aussi probantes en aussi peu de temps avec une dose aussi faible en une seule fois. C'était des protocoles qui étaient testés sur une dose unique de psychédéliques, être aussi efficaces, notamment sur la dépression, de l'anxiété. Et donc, pendant plusieurs années, on a expliqué au grand public que c'était extrêmement dangereux et qu'il fallait à tout prix s'en éloigner. Donc, les psychédéliques disparaissent de la place publique et de toutes les recherches scientifiques. Mais depuis une dizaine d'années, on assiste à la renaissance des psychédéliques. Parce que plusieurs études sérieuses reprennent, notamment en Suisse. Mais pas seulement. Elles montrent leur efficacité contre les dépressions, l'anxiété, l'alcoolisme et les addictions. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo, mais on obtient des résultats que les antidépresseurs classiques n'arrivent pas à obtenir. Alors, quand je vois ce documentaire, je me dis, il y a quand même vraiment quelque chose derrière. Puis moi, je suis ingénieure en chimie de base, je sais lire des publications scientifiques, donc je commence à me plonger dans tout ce qui a été produit en termes de littérature. Et je découvre qu'il y a des preuves tangibles que les psychédéliques pourraient être utilisés pour améliorer la santé mentale. Il y a une époque où on sait de mieux en mieux guérir les maladies cardiaques, les cancers et toute forme d'autres maladies. La santé mentale, elle reste encore le parent pauvre de la médecine de nos jours. Il faut savoir que moi, j'ai pas de pathologie à proprement parler psychiatrique. J'ai un cerveau qui fonctionne différemment, qu'on dit neuroatypique. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur l'autisme. Donc, je suis diagnostiquée sur l'autisme et le trouble de l'attention. Mais c'est pas vraiment des pathologies psychiatriques, c'est simplement que mon cerveau fonctionne différemment. Donc, je suis pas concernée par la dépression, par l'alcoolisme, mais j'ai quand même envie de résoudre ce rapport à mon anxiété latente depuis des années. Et notamment, en ce moment, mon anxiété vis-à-vis du travail. Ce que j'appelle souvent mon anxiété de performance. Donc, je me mets à réserver une retraite sur les psychédéliques avec l'intention ferme de résoudre mon rapport anxieux à la performance au travail. Et là, je vais te décrire l'expérience la plus dingue de ma vie. Parce que oui, je voulais le faire, mais j'avoue que j'étais complètement terrorisée. J'avais pas du tout envie de me péter le crâne en soirée. Accessoirement, je suis mère de famille, donc je voulais revenir en un seul morceau. Et puis le délire se droguer en soirée, j'ai plus l'âge. D'ailleurs, je l'ai jamais fait de ma vie. Donc, en réservant cette retraite, je voulais le meilleur contexte possible. Alors j'ai cherché. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les Pays-Bas. Et notamment une retraite qui est près de Rotterdam. Ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est que c'est légal. Moi, je voulais faire cette expérience dans un cadre où j'ai pas l'impression de faire quelque chose que j'ai pas le droit de faire. Et surtout, si à quoi que ce soit, je voulais qu'il y ait tout ce qu'il faut pour m'aider et pour me porter assistance. Donc pour ça, rien de mieux que d'être dans un endroit où ces retraites-là sont courantes, classiques. Je voulais aussi que les personnes qui animent cette retraite soient extrêmement sérieuses, évidemment. Alors en l'occurrence, c'est pas des médecins puisque c'est pas dans un hôpital, je suis pas dans le cadre d'un traitement clinique, mais j'ai quand même sélectionné un endroit où il y a un protocole strict. Avant de venir, il y a un questionnaire médical, il y a un appel avec un thérapeute pour poser mon intention et savoir sur quoi je veux travailler. Et surtout, on va regarder si j'ai des contre-indications parce qu'il y a pas mal de contre-indications à prendre des psychédéliques. C'est pas à prendre à la légère. Je voulais aussi un endroit où il y ait suffisamment de personnes qui m'encadrent. Donc en l'occurrence, dans cette retraite, on était 3 participants pour un thérapeute encadrant. Il y avait une salle dédiée. Pas question de faire ça sur un salon improvisé. Une lumière douce avec de la musique, des couvertures, bref, c'est vraiment un cadre qui est fait pour ça. Et ça, c'est peut-être le premier conseil que je pourrais donner, si jamais tu as envie de tester cette expérience, c'est de faire extrêmement attention dans le cadre dans lequel tu fais, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui est important pour toi. Moi, c'était vraiment tous les critères que je voulais cocher avant de me lancer.
Donc on se retrouve dans cette retraite, j'arrive la veille, il est 18h et la première prise se prend le lendemain à 15h. Avant ça, on fait des exercices de yoga, de respiration, etc. Puis, je m'installe sur mon matelas avec une couverture, un bandeau pour les yeux, pour se mettre vraiment en introspection. Il y a de la musique, on est dans un super contexte, très calme, et je me mets à boire mon infusion à la psilocybine. Et presque tout de suite, je sens une énorme émotion me monter. Et honnêtement, c'est pas très agréable. Je me mets à pleurer. J'ai des images qui sont très claires et ça me rend triste. Je vois des choses dans ma vie actuelle qui me rendent malheureuse. Mais au bout de quelques minutes, ça passe et je me laisse emporter par la musique, je vois des formes, des couleurs, un peu comme ce qu'on imagine dans un film qui montre les psychédéliques. Mais une heure plus tard, on me propose de prendre un booster. Donc on m'avait prévenu, j'allais avoir la possibilité de reprendre la même dose 1 heure et demie après la première dose. Et je dis oui. Comme pour la première dose, je sens tout de suite une énorme montée, sauf que là, je perds tout contrôle. Je commence à pleurer, je commence à avoir la nausée, je me sens vraiment pas bien. Je comprends pas ce qui se passe et je panique. Dans ma tête, je me dis vraiment comment tout ça peut m'aider et qu'est-ce que je fous ici. Heureusement, j'appelle une personne de l'équipe qui vient à mon secours et je sors de la salle. Elle me demande ce qui va pas, j'essaie de lui expliquer avec mes mots. À ce moment-là, je suis extrêmement lucide. Il faut savoir que les psychédéliques, tu as vraiment la possibilité de parler, de t'exprimer et de revenir dans le monde réel comme tu veux. Donc je reste avec cette thérapeute environ 20 minutes et je lui explique que je me sens vraiment pas bien, que je suis triste, que je me sens super seule, c'est horrible. Et j'ai absolument pas envie de retourner dans la pièce, seule face à moi-même et affronter tout ce que je ressens. Je suis complètement perdue, je suis un peu désorientée et surtout, je n'ai plus l'impression d'être moi. J'ai vraiment l'impression d'être mes émotions et qu'il n'y a plus vraiment de barrière entre moi et le reste du monde. J'ai qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Et là, il y a un deuxième thérapeute qui arrive et qui me dit que le fait d'y retourner, de me confronter à ce que je ressens là aujourd'hui, c'est ça qui va vraiment m'aider et me guérir. Alors je prends mon courage à deux mains et je retourne dans cette salle, sur mon matelas, sauf que au lieu de m'allonger, je m'assois pour pas ressentir la peur et l'anxiété que je ressentais juste avant et je me mets à écrire. Et c'est là que tout a basculé. En écrivant, je sors totalement de mes pensées noires et je réalise avec une extrême clarté que ce que je vis à ce moment-là, c'est cette peur, ces pleurs, cette solitude, en fait c'est du désarroi. Et ça me ramène à un souvenir de mon enfance. Et notamment, un moment où, quand j'étais petite, tous les soirs, avant de dormir, quand j'avais l'âge de 6 ans, je pleurais énormément. Je pleurais parce que je me sentais seule et j'espérais qu'une seule chose, c'est que mes parents se rendent compte que je pleure, ouvrent la porte et viennent me réconforter. Sauf que ça n'arrivait jamais. Personne n'est jamais venu me secourir. Et pendant ce temps-là, moi, je faisais des plans sur comment je pourrais disparaître définitivement de la surface de la Terre. Et c'est vrai que j'avais le souvenir que cette période a été quand même pas sympa, mais j'avais vraiment jamais repensé à l'émotion que ça me faisait vivre. Mais cette expérience, elle a fait qu'aujourd'hui, je valorise extrêmement le fait d'être seule et de ne compter que sur moi. Je me dis toujours qu'il faut que je dépende de personne, et dès que je sens que c'est pas le cas, ça me fait peur et ça me fait paniquer. Comme si le fait d'être aidée était un risque, ou que les gens allaient m'abandonner, quoi qu'il arrive. Et quand j'avais 6 ans, j'étais dans cet état de solitude et de désarroi. C'est à ce moment-là que s'est créé ce que je vais appeler l'archétype de la Nina forte. Celle qui doit toujours donner de l'argent, être solide émotionnellement, performer et être exigeante. C'est cette Nina forte dont la petite Nina de l'époque avait besoin. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est créée. Et depuis 30 ans, je suis cette Nina. Je suis là à essayer de rassurer cette petite enfant, en train de lui dire, mais écoute, maintenant c'est toi et moi, et tu peux compter sur moi, et tu seras pas seule, et on va s'en sortir toutes les deux. Et tout mon rapport au travail, en fait, il découle de là. Dès que je prends du temps de repos, je me sens mal, je me sens coupable, comme si cette petite Nina, elle était ultra exigeante vis-à-vis de moi, et qu'elle surexigeait la sécurité. Et que mon moyen à moi de lui offrir de la sécurité, c'était en ayant toujours plus d'argent, toujours plus de validation. Bref, comme si l'anxiété qu'elle ressentait, je devais la compenser par des facteurs extérieurs. Je travaille toujours plus en espérant que cette petite Nina se sente plus sécure. Bon, donc on est dans la 3e étape de ce voyage au champ. Je suis dans une phase de contemplation. J'ai beaucoup pleuré pendant que j'écrivais parce que j'étais reconfrontée à des émotions que je n'avais pas ressenties depuis longtemps, mais je suis plus du tout paniquée et je suis très heureuse d'avoir revécu cette émotion. Certes, c'était un trauma, mais comme tout le monde a des traumas. Sauf que ce trauma, c'est un peu comme s'il était tout le temps dans ma vie. Cette anxiété permanente, c'est comme si je la trimballais avec moi depuis toutes ces années et qu'elle agissait dans ma vie malgré moi. Et ça explique tellement de choses que je vis au quotidien. Alors, même si c'est vrai que c'était pas vraiment une partie de plaisir d'être reconfrontée à ça, en fait, ça m'a donné des clés de lecture sur beaucoup de décisions et de choses que je ressens. Et je me sens assez libérée et plutôt heureuse. Je vois avec tellement de clarté mes ressentis et surtout les mécanismes de mon cerveau. Et les effets des psychédéliques se sont progressivement atténués. Et c'est vrai que j'adorais voir la nature, j'ai mangé, c'était très bon, etc. Donc c'est vrai que là, j'ai vraiment ressenti le fait que toute ma
Ma capacité cognitive était différente. Sensoriellement, je ressentais tout beaucoup plus fort, beaucoup plus beau, et j'étais dans un espèce d'état d'admiration et de béatitude. Il y a aussi le fait que je pensais littéralement que j'allais mourir quelques heures avant, donc ça a contribué au fait que je me sente assez émerveillée par la vie après. Au moment où on retrouve tous les autres, je me rends compte que mon expérience, elle est bien différente, que je suis à peu près la seule à avoir vécu des ténèbres aussi sombres, et que les autres ont aussi vécu des choses fortes, mais j'ai l'impression que je suis allée quand même dans les tréfonds de mon âme. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient appeler ça peut-être un bad trip, mais la réalité c'est que je le ressens pas du tout comme ça. J'ai plutôt l'impression d'avoir vécu et vu ce que je devais voir pour m'en sortir. Et d'ailleurs, le lendemain, on nous propose une deuxième expérience, c'est-à-dire de refaire un voyage au psychédélique. Bon, c'est vrai qu'au début, je veux pas parce que je me dis, je peux pas revivre une deuxième fois toute cette expérience. Mais grâce au cercle de parole et au fait que je vois que vraiment les autres n'ont pas du tout l'air d'avoir vécu la même expérience que moi, que c'était beaucoup plus sympa, qu'ils y ont trouvé beaucoup plus de réponses, je me sens quand même assez rassurée et je me dis que je peux y aller. Sauf que j'y vais beaucoup plus lentement. Au lieu de boire les champignons, je vais plutôt les manger et je le fais au fur et à mesure pour avoir une montée qui est beaucoup plus progressive. Et effectivement, c'est pas du tout passé de la même manière. C'était beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Il y avait beaucoup de joie. Et c'est vrai que j'ai revisité des souvenirs de mon enfance qui étaient parfois difficiles, parfois douloureux, mais avec beaucoup plus de détachement et beaucoup de clarté. Donc c'est pas du tout comme la première expérience où j'ai vraiment le sentiment de ressentir ce que j'ai vécu. Là, je voyais ce que j'ai vécu, mais plutôt avec de la clarté, de la lucidité. Et surtout avec un espèce de baume de joie et de sécurité. Ce que j'avais pas du tout la veille. L'avantage, c'est que pendant ce deuxième voyage, je suis tellement lucide que je peux aller regarder des décisions que je dois prendre. Et donc, j'avais un peu fait une liste de décisions que je devais prendre. Et chacune de ces décisions, j'y réfléchi, alors même que je suis sous champi, je commence à noter ce que je pense de chacune de ces décisions. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tout ce que je vois à travers mes yeux à ce moment-là, c'est beaucoup plus évident. J'ai accès à des schémas de pensée que j'aurais pas eu précédemment. Et notamment parce que les psychédéliques, ça permet d'activer des zones de cerveau qui ne sont pas activées habituellement, ou notamment à connecter des zones du cerveau entre elles alors qu'elles n'ont pas l'habitude de se connecter. Et donc je ressens toute la puissance de la neuroplasticité, qui est la capacité du cerveau à refaire des connexions. Donc finalement, je prends des carnets de notes de toutes les décisions que je vais prendre et toutes les analyses que je peux avoir pendant cette période-là. Et progressivement, encore une fois, les effets commencent à s'estomper et je reviens à la normale. Alors pour clôturer cette partie, ce que je peux te dire, c'est que j'ai vécu 2 expériences de voyage totalement différentes. La première, elle était très forte, très intense et très douloureuse. Mais je pense que c'est probablement celle qui m'a le plus appris. J'avais besoin de revisiter ça pour comprendre mon rapport au travail aujourd'hui. Et je te parlerai juste après de comment je l'intègre maintenant dans mon quotidien. Et la deuxième expérience, j'ai appris des choses, mais c'était beaucoup moins en profondeur. Par contre, forcément, j'avais beaucoup plus d'émotions positives. Donc dans cette troisième partie, j'aimerais t'expliquer un petit peu comment, au-delà de juste les moments que j'ai vécus, que l'expérience des psychédéliques me permet et ou m'a permis d'implémenter des choses dans ma vie réelle. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'y aller, de passer un peu au moment, youhou, c'est marrant, j'ai compris des trucs dans ma vie, et de repartir chez soi. En fait, si tu fais ça, t'as 100% de chance pour que tu aies fait tout ça pour rien. Cette partie où on va essayer de comprendre tout ce qui s'est joué pendant l'expérience, c'est ce qu'on appelle la phase d'intégration. En gros, c'est comment tu changes réellement ta manière de vivre et de travailler. À ce moment-là, chaque personne est différente. Il y a des personnes qui vont totalement laisser tomber cette phase d'intégration. Et si j'en crois les organisateurs, c'est à peu près 80% des gens qui finalement repartent à leur vie normale, mais il y a 20% des gens qui vont essayer de mettre en place des actions concrètes. Moi, je te donnais la manière qui est pour moi la plus facile et la plus intuitive, bref, qui me correspond le mieux. La première, c'est le journaling. Donc, journaling, ça consiste à prendre un carnet et à noter ses réflexions dessus. Ça m'aide à extérioriser et à aller revisiter cette petite Nina, ses anxiétés, pourquoi elle a peur, pourquoi elle a mal, et comment est-ce que je peux réussir à la rassurer sans être un hamster dans ma roue à la quête de toujours plus. Donc, les questions que je me pose, c'est comment je me sens aujourd'hui réellement? Qu'est-ce que je fais par peur? Qu'est-ce que je fais par enthousiasme? Qu'est-ce que je fais par anxiété? Et pourquoi? Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de calmer mon anxiété? Donc, être un peu plus consciente de ce que je fais parce que j'en ai vraiment envie ou de ce que je fais parce que j'ai peur. Et pendant 30 ans, mon mécanisme par défaut pour calmer cette anxiété, ça a été de travailler plus. L'idée, c'est de venir déconstruire ce mécanisme et je m'en sens pas libérée parce que c'est vrai que j'ai quand même encore ces ressentiments parfois, mais je sens que c'est beaucoup moins présent et que je suis capable de proposer à mon cerveau des alternatives pour pas finir en burn-out. Est-ce que bosser 12 heures par jour va vraiment rassurer la petite Nina? Probablement pas. La deuxième chose que j'ai décidé d'implémenter, c'est la respiration. Ça paraît bête, mais
Respirer, c'est pas forcément facile pour moi. Je suis régulièrement en apnée. Peut-être que tu le vois dans cette vidéo, je peux parler vite parfois. Et respirer, c'est une manière assez simple de réguler ses émotions. Je suis pas du tout quelqu'un qui va aller méditer ou s'allonger et juste fermer les yeux et respirer, mais juste essayer d'implémenter le fait de prendre des grandes inspirations dans ma journée. Je sens que quelque part, ça vient réguler mon système nerveux. Et la troisième chose, évidemment, c'est des sessions d'intégration. On peut appeler ça un peu du coaching post-voyage psychédélique. L'idée pour moi ici, ça va être d'essayer d'apprendre à communiquer avec cette petite Nina qui a ses propres traumatismes, qui a ses propres anxiétés, et au lieu de la traiter comme quelqu'un qui va être un boulet, qui va plutôt venir me saouler avec ses peurs, essayer de communiquer avec elle plutôt que de lui plaquer ce que je pense être des solutions, c'est-à-dire travailler plus, essayer de dialoguer avec elle sur ce qui pourrait être des vraies solutions à apaiser ses peurs. Donc l'idée, ça va être un peu d'aller dialoguer avec cette partie de moi qui génère ces peurs liées au travail. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est une vraie solution à tous les problèmes que je pouvais avoir? La réponse, c'est non. Tout n'est pas réglé. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques changements. Depuis l'expérience, j'ai quand même grandement modifié mon rapport au travail. Ça change doucement. J'arrive à comprendre quelles parts de moi sont dans l'anxiété et celles qui, rationnellement, essaient de résoudre des problèmes de dirigeante. L'anxiété prend moins de place et elle m'envahit moins. Mais c'est pas le seul domaine sur lequel ça m'a aidé. Pendant mon deuxième trip au psychédélique, j'ai aussi vu un moment mon accouchement. Et notamment un moment assez traumatisant dans cet accouchement qui m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai été séparée de mon bébé. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu avec beaucoup de clarté que toutes les fois où mon enfant était malade, même parfois pour un simple rhume, j'avais aussi énormément d'anxiété qui montait. Et j'ai compris, grâce à ce voyage, que à chaque fois que j'avais ces peurs et ces anxiétés, en fait, je revivais tout simplement le trauma de la séparation que j'avais vécu avec mon fils, à sa naissance. Mais lorsqu'on comprend les choses, en fait, c'est déjà le début de la guérison. Parce que dès le lendemain, il se trouve que mon enfant était encore malade. Donc mon conjoint m'appelle en me disant que Léon a de la fièvre. Et là, alors qu'avant, ça m'aurait déclenché vraiment une crise de panique, j'aurais probablement crié, j'aurais fait plein de reproches et je me serais fermée. J'ai su très bien faire la part des choses entre, ok, voilà la part de moi qui a peur et voilà pourquoi, et voilà la part de réalité rationnelle dans la situation qui se présente. Et donc, ça m'a permis d'aider beaucoup plus mon conjoint, de résoudre beaucoup plus facilement cette situation, plutôt que d'être prise par mes émotions. C'est un exemple concret qui n'est pas lié au travail, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Alors probablement que je manque encore un peu de recul parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait ce séjour, mais je sens déjà qu'il y a des choses qui se sont reconfigurées. Et c'est pas anodin parce que les psychédéliques, je te le disais au début, agissent sur la neuroplasticité. En gros, ton cerveau, il fonctionne comme un GPS qui prend toujours les mêmes routes, qu'on appelle les chemins neuronaux. Par exemple, il va toujours associer le travail à l'anxiété. Et le fait de refaire toujours la même route, le même chemin, on va tracer de plus en plus profondément des sillons, un peu comme des traces dans la neige d'une luge. Et si la luge d'après va reprendre toujours les mêmes traces pour créer de plus en plus profondément les traces dans la neige et les ancrer. Et les psychédéliques, c'est un peu comme si on déconditionnait ces chemins et ces patterns habituels et qu'on refaisait tomber de la neige fraîche par-dessus ces traces. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Une étude de l'Imperial College de Londres en 2017 a fait des IRM de personnes qui étaient sous psilocybine, donc sous champignons, et ils ont découvert que ça désactive le réseau du mode par défaut, c'est-à-dire ces chemins qu'on emprunte habituellement dans nos schémas de pensée. C'est le pilote automatique de ton cerveau. C'est lui qui fait tourner les idées en boucle et les ruminations. C'est lui qui dit « je suis jamais assez bien » ou « si je m'arrête, tout va s'écrouler ». Et sous psychédélique, ce réseau, il est en pause. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres parties du cerveau qui vont être activées. C'est des parties qui communiquent jamais entre elles et qui, du jour au lendemain, vont se mettre à dialoguer. C'est pour ça qu'on peut revivre des souvenirs d'enfance et se connecter à des comportements qu'on a adultes. Une des études de l'université de Johns Hopkins en 2021 a montré que la psilocybine augmente la formation de nouvelles connexions synaptiques. En gros, ton cerveau il est capable de créer de nouvelles routes. Et pas que temporairement. C'est des effets qui peuvent durer des semaines, voire des mois après une seule session. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que la prise de psychédélique, elle est efficace quand elle est prise dans un certain contexte. Là, tu vois, on n'est pas vraiment dans un format récréatif en mode je vais me prendre des champignons en soirée. Et c'est que dans ce contexte-là qu'on arrive vraiment à avoir des résultats sur l'introspection profonde. D'ailleurs, le protocole scientifique qui est mené sur les patients atteints notamment de dépression pour améliorer leurs conditions, il est extrêmement précis. Notamment, dans une des études, celle de Johns Hopkins, tu as 6 heures de préparation psychologique avant de prendre des champis. Ensuite, tu prends vraiment ça dans un cadre médical, tu es accompagné pendant toute la durée de l'expérience, et pendant 6 semaines, tu as une thérapie après. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'est pas dans ces conditions-là parce que c'est pas un protocole médical,
Mais le but, c'est de s'en rapprocher de plus en plus pour justement aller expérimenter l'introspection. C'est pas médicalisé, mais c'est considéré comme exploratoire. Et personnellement, je voulais me rapprocher de plus en plus de cette expérience des psychédéliques, beaucoup plus que l'expérience récréative, par rapport à ce que je cherchais. Et enfin, si à ce stade, tu te dis que toi aussi, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, c'est pas une expérience anodine. Moi, j'ai vécu, comme tu l'as compris, quelque chose de très intense, de très fort. Je suis très contente de l'avoir vécu, mais je pense que si on n'est pas préparé à vivre cette expérience ou une autre, ça peut vite devenir compliqué. Et aussi, il y a des contre-indications, notamment si tu as des troubles bipolaires, de la schizophrénie dans ton entourage, des psychoses. Et bien sûr, je t'invite à en parler avant à un médecin. Les centres sérieux, ils font systématiquement un bilan avec toi pour te laisser faire cette expérience. Ensuite, on va parler de budget. Faut savoir que c'est pas donné. Un voyage comme ça, c'est à peu près 2 000 € sans compter les billets de train. Donc, il faut plutôt compter une enveloppe de 3 000 €. Et moi, j'ai choisi un centre aux Pays-Bas, légal et sérieux, avec un accompagnement français, parce que je voulais vraiment être dans ma langue maternelle. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de prendre des jours avant et après. Avant pour bien préparer son intention, qu'est-ce que tu as envie de travailler pendant ton voyage à la psilocybine. Et quelques jours après pour réfléchir à comment tu vas intégrer cette démarche dans ta réalité. Sache que faire cette vidéo, c'est prendre un risque de parler de choses qui sont potentiellement illégales et pas du tout documentées dans le grand public. Alors, la meilleure chose que tu puisses faire, si tu as appris ce que tu as vu, c'est de laisser un like ou un commentaire. Et encore mieux, abonne-toi à ma chaîne. Parce que chaque mois, je publie une vidéo pour partager ce que je vis, ce que j'apprends et t'aider à toi aussi mener une vie d'entrepreneuse qui te rend heureuse et qui t'épanouit. C'est de loin ce qui m'aide le plus à continuer tous les jours à parler toute seule devant ma caméra. Alors n'oublie pas le pouce bleu. Et si les chemins de la découverte de soi, de l'introspection et du fonctionnement de ton cerveau t'intéressent, j'ai fait une vidéo sur l'autisme et sur comment découvrir cette neuroatypie a transformé ma manière de travailler. Je te mets le lien juste ici. Tu peux cliquer dessus pour aller la voir.